L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures, l'Allier, présente la première conférence de sa saison sous l'égide de la chaire publique de l'Allier. Le thème d'aujourd'hui, les biotechnologies et la recherche subventionnée, sert-on vraiment l'intérêt public? La recherche scientifique est généralement considérée comme pouvant être d'intérêt public, particulièrement lorsqu'elle a trait au domaine de la santé et des biotechnologies. Ainsi, chaque année, des sommes publiques énormes sont investies dans ce type de recherche qui touche aux vivants. À qui profitent surtout ces subventions de l'État? Aux chercheurs, aux institutions, à l'industrie ou au public en général? Comment évaluer d'autre part l'impact de la part grandissante de l'entreprise privée dans le financement de la recherche? Y a-t-il des risques que cette présence nuise à l'autonomie des scientifiques? Comment, dans tout ce contexte, tenir compte du bien public? Pour discuter de cette importante question, Madame Ime Görk, docteur en biologie cellulaire de l'Université de Zurich, présidente fondatrice de Biotep, Madame Hélène P. Tremblay, actuelle présidente du Conseil de la science et de la technologie du Québec, et Martin Petit, comptable et fondateur de l'Institut de recherche et d'innovation socio-économique, l'IRIS. Alors, pour la question d'aujourd'hui, est-ce que les subventions dans la région, dans la recherche, au niveau de la biotechnologie, est-ce qu'ils sont dans l'intérêt de la grande public? C'est l'importance de qui va faire la recherche. Nous avons principalement 3 types de centres de recherche: les universités, les gouvernements et les industries. Il faut distinguer entre les 3 formes. Il y a la recherche fondamentale dans les universités qui est supposée de demander n'importe quelle question et de trouver des réponses qui eux-mêmes vont amener un autre 10 questions chacun. Il y a la recherche appliquée dans l'industrie avec des buts précis, et entre les deux, il y a la recherche gouvernementale qui fait le transfert entre les deux et surveille et analyse les effets de ce transfert. Pour m'exprimer sur mon point de vue des priorités, je dois d'abord expliquer mon point de vue sur l'académia et la science. Je crois que les connaissances scientifiques sont probablement une des armes les plus fortes et dangereuses. Nos capacités de manipuler, changer et contrôler notre environnement et nous-mêmes augmentent exponentiellement avec nos connaissances. Et la seule façon de contrôler ces connaissances est de les faire surveiller par d'autres gens qui sont porteurs de ces connaissances. Ça veut dire d'autres scientifiques. Et non seulement ça, il faut ce qu'ils sont des scientifiques libres de tout intérêt commercial pour éviter ce biais dans leur jugement. Comme chercheur, je sais que je peux produire des résultats que d'autres veulent avoir, mais qui ne représentent pas nécessairement une bonne réflexion de la réalité. Le focus sur un but final risque de rendre l'esprit scientifique aveugle pour les 10 questions qui devraient suivre chacun des réponses. Présentement, je suis très inquiète à cause de ce qui se passe dans les universités. Le fait que les professeurs, les assistants et même les étudiants doivent chercher du financement dans l'industrie veut dire que l'esprit libre, qui est supposé d'explorer avec une ouverture complète, est maintenant attaché par des intérêts financiers de l'industrie. Ça veut dire que les scientifiques qui, dans le passé, ont surveillé les recherches des autres scientifiques ont perdu une grande partie de la liberté pour faire cela. C'est pour ça que, selon moi, les premiers receveurs de l'argent pour la recherche devraient être les universités pour rétablir ce mécanisme. Peut-être c'est un petit peu une position étonnante, ayant la présidente d'une compagnie, mais je suis quand même encore scientifique et ça s'explique là-dedans. L'investissement public dans les gouvernements et l'industrie devrait être balancé, selon moi. Les industries développent des technologies et procédés qui ne profitent pas seulement à leur propre compte bancaire, mais qui peuvent créer des emplois à long terme et résoudre des problèmes humains et environnementaux. Souvent,
Ces technologies sont développées à partir des nouvelles idées venant de l'académia qui doivent être transférées dans un outil technologique, souvent encore par des individus ou des petites compagnies qui pensent avoir trouvé une niche dans le marché existant. Ce développement prend du temps et de l'argent et ne prendrait pas place si ce n'était pas avec l'argent public. Ces investissements créent des alternatives aux technologies dominant le marché qui sont soit arrivées à leur capacité maximale ou ne répondent plus aux besoins publics. Le rôle actif du gouvernement dans la recherche prend place dans les laboratoires gouvernementaux. Leur tâche est la surveillance de l'impact que les nouveaux développements ont sur la société et sur l'environnement et d'encourager le transfert technologique de l'université à l'industrie. Comme cette recherche est liée aux avancements à l'intérieur de l'industrie, je trouve que son financement devrait y être aussi lié. Je crois également que les mécanismes pour créer et surveiller ces liens sont en place, mais devraient être constamment adaptés. Je crois que les premiers en ligne pour le financement public devraient être les universités. J'aimerais voir que l'argent en provenance des industries disparaissait des campus, peut-être c'est un rêve, mais j'aimerais le voir, et que l'académia puisse retourner à son rôle principal, qui est le développement et la surveillance des connaissances. Ce sont eux qui lisent et évaluent toutes les publications scientifiques que personne d'autre peut comprendre ou souvent peut pas comprendre. À ce moment, je suis sûre que nous continuons notre développement, mais j'ai bien peur que nous avons perdu le contrôle. Encore une fois, il nous faut distinguer entre les différents groupes, l'académia et la recherche appliquée. Je trouve que l'académia devrait avoir la possibilité d'allouer les fonds qu'ils ont reçus, mais que leurs décisions devraient être prises non seulement par les spécialistes dans un domaine, mais par des comités qui représentent tous les domaines de l'académia. Les résultats de la recherche fondamentale ont toujours un effet sur tous les autres domaines, et ces effets doivent être compris et suivis. La recherche dans les industries et le gouvernement est très complexe et politisée. Depuis les coupures financières énormes au début des années 90, les laboratoires gouvernementaux ont vécu un développement similaire à celui des universités. Beaucoup plus que dans le passé, on demande aux chercheurs d'aujourd'hui de trouver de l'argent à l'intérieur de l'industrie. Cela a l'avantage que la recherche gouvernementale est plus centrée sur un but précis, mais cela a le désavantage que le gouvernement a perdu beaucoup de son pouvoir de contrôle et de son objectivité. Certaines flexibilités qui ont permis à réévaluer des décisions basées sur de nouvelles informations ont été perdues parce que les centres de recherche ont peu d'argent libre, l'argent qui n'est pas attaché à un but certain, à un certain but ou performance. Dans cette situation, le transfert technologique se passe toujours en ce qui concerne le développement et l'adaptation des nouvelles technologies. Par contre, la tâche de suivi et de contrôle a souffert, soit parce que le chercheur responsable est maintenant sollicité à produire des résultats positifs plutôt que des résultats sans attache, ou simplement parce que l'argent destiné à payer le scientifique pour une étude évaluative n'est plus disponible. La seule façon, encore selon moi, d'aborder ce problème est la création des comités formés de représentants gouvernementaux, de l'académia, de l'industrie et des membres des ONG pour représenter l'intérêt public sans restrictions liées à des priorités électorales. De tels types de comités existent déjà, mais je crois qu'ils doivent devenir plus représentatifs de l'opinion publique et doivent avoir un impact plus grand. Merci beaucoup. Premier temps, essayer de situer ce débat-là dans son contexte et donc vous traduire la réflexion qu'on a commencé à mener à l'interne du Conseil sur ce grand sujet-là.
Et donc, les dimensions en question, je les répartirai en 7 points. Ensuite, je ferai ressortir uniquement quelques défis qui me semblent plus importants à court terme. Et finalement, vous parler un peu du Conseil de la science et de la technologie que je préside. Et donc, vous dire quel est le rôle qu'éventuellement nous pourrions jouer dans ce débat-là. Alors, les dimensions de la problématique, il y en a 7 selon moi. Il pourrait y en avoir davantage, évidemment, ou moins selon notre découpage. Mais je vous propose les 7 suivants, à savoir l'ampleur de la révolution en question, la non-indépendance, la réification du vivant, le risque à encourir, le pouvoir et la responsabilité, l'allocation des ressources et le partage des retombées ou l'intérêt public. Alors, cette révolution-là, elle n'est pas seulement scientifique. Elle est ce que j'appellerais une révolution axiologique, parce qu'elle remet en question la barrière entre la nature et les constructions de l'homme. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé, même la loi de l'évolution des espèces de Darwin, elle ne sera plus bonne, parce que ce sera effectivement l'évolution des espèces, dans un certain nombre d'années, qui sera le résultat des choix que les scientifiques et la société qui les entoure feront. Pourtant, on avait l'impression que jusqu'à maintenant, la recherche est essentiellement, si je simplifie, une démarche de découverte de la vérité. Ce n'est plus le cas. La recherche est en train de modifier la réalité. Et donc, si je reprends une phrase que j'aime beaucoup d'une Madame Madeleine Moulin, ce n'est plus la maîtrise du destin de l'humanité que la science et technologie mettent en jeu, mais ce destin lui-même. Et donc, la révolution est extrêmement importante. La non-indépendance, ma deuxième dimension qui me semble extrêmement importante. Depuis, disons, le siècle des Lumières, encore là, je simplifie, on avait tendance à faire une distinction assez ferme entre le vrai et le bien. Et je pense qu'on faisait l'hypothèse implicite qu'effectivement, le vrai, la recherche du vrai, allait toujours dans le sens du bien. Et donc, la science, les découvertes scientifiques permettaient effectivement de contribuaient nécessairement au progrès social. Alors, juste dans les journaux récents, j'ai soulevé un certain nombre de questions que je reformule à ma façon, mais que vous avez probablement vues, vous aussi, et qui démontrent clairement que dorénavant, science et morale sont clairement interreliées. Exemple. Doit-on soigner un fumeur invétéré de 50 ans pour une greffe poumon-cœur? Ce n'est pas une question théorique. Doit-on utiliser une variété de maïs transgénique qui serait capable de supporter la croissance démographique en Amérique centrale ou des pesticides chimiques à impact écologique connu ou encore ni l'un ni l'autre qui est à menacer effectivement la capacité de croissance démographique dans ces pays-là? Et donc, ces exemples-là sont limités. Vous en auriez sûrement beaucoup d'autres, mais cela montre effectivement que maintenant, science et morale, dans le domaine des biotechnologies notamment, sont étroitement reliés. La réification du vivant, une expression de Mme Louise Vandelac, mais qui nous fait bien comprendre effectivement que nous sommes en train de considérer le vivant comme un objet. Le cas le plus récent, que je n'ai pas suivi dans les derniers temps, mais effectivement, un tribunal de Colombie-Britannique a été saisi, semble-t-il, d'un cas où on voulait breveter un organisme vivant. On ne parle pas de breveter un procédé ou un processus, on parle de breveter un être, un organisme. Donc, qui dit matérialisation aussi, dit en même temps commercialisation. Commercialisation des parties d'organismes, des dérivés d'organismes, embryons, etc. On pourrait étendre les exemples. Or, la réification renvoie également à la recherche, en même temps en parallèle, de la perfection génétique, puisque avec le génome, on pourrait espérer effectivement améliorer le bagage génétique des individus. Et c'est extraordinairement intéressant, mais en contrepartie se pose la question des imperfections. Va-t-on vouloir rejeter les imperfections génétiques? Va-t-on chercher à normaliser l'être moyen biologique en fonction de modèles ou de modes qui sont temporaires? Le risque à encourir est ma troisième dimension. À partir du moment où la science se met à repousser le vivant jusqu'à des limites qui nous sont inconnues, se lève carrément la question du risque. Et le risque est d'autant plus important qu'un certain nombre de variables clés significatives sont en jeu.
3 variables que je fais ressortir ici. La première, c'est l'ampleur des bénéfices escomptés comme des dangers possibles. À titre d'exemple, comme bénéfice, l'éradication éventuelle de maladies héréditaires, la régénérescence d'espèces en voie de disparition et même d'espèces disparues, la réanimation de membres chez les personnes handicapées, la production artificielle d'épidermes pour les grands brûlés, la capacité d'avoir des enfants, évidemment, pour les couples stériles, sont nécessairement à mettre du côté des bénéfices importants qui en sont attendus. Par ailleurs, d'un autre côté, on parle beaucoup de risque d'eugénisme individuel, contrairement à l'eugénisme collectif qu'on a vécu au cours de la dernière guerre mondiale. La crainte aussi que certains virus actuellement inoffensifs pour l'homme ne sautent les barrières interespèces et ne lui soient fatales. Ou la peur aussi de découvrir une arme biologique qui devient incontrôlable. La deuxième variable qui me préoccupe, c'est l'irréversibilité potentielle des phénomènes générés. Effectivement, une fois qu'une découverte est faite, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le résultat. Et troisième variable essentielle pour moi, c'est la lenteur des lieux de prise de décision lorsqu'ils existent. Et même lorsqu'ils existent, surgit la difficulté d'exercer des contrôles à la fois ni trop mous, ni trop durs. Ni trop mous, parce que nous sommes à une époque de subordination des valeurs aux vertus de la concurrence, mais en même temps, on assiste à la présence de groupes paramilitaires ou religieux, extrémistes ou fanatiques. L'exemple que je peux citer tout récent, la cinquantaine de Raéliennes, une secte religieuse, prête à porter des embryons clonés contre un versement de 200 000 $ américains par bébé. Et donc, par contre, à l'opposé, les contrôles ne doivent pas non plus être trop musclés, parce qu'on pourrait être tenté, aux échelles de décision qui seraient définies, de vouloir exercer des contrôles dans des lieux qui, jusqu'à maintenant, étaient clairement réservés au secteur privé. Cinquième dimension qui me semble essentielle, le pouvoir et la responsabilité. La question du contrôle que je viens d'aborder conduit aussi à celle du pouvoir. Il est facile de voir une lutte de pouvoir économique extrêmement importante. Les enjeux financiers sont gigantesques. Ainsi, les grandes compagnies pharmaceutiques actuellement paient 800 millions de $ en moyenne avant de mettre un médicament sur le marché. 800 millions de $. Une entreprise comme Celera a investi des centaines de millions de $ pour réussir à produire la première cartographie du génome humain, sachant pourtant que ça ne allait lui donner que quelques mois d'avance ou de recul par rapport à la cartographie publique qui se faisait en même temps. Et même s'il est difficile de le mesurer, on dit actuellement que le gouvernement américain fédéral seul est en train d'investir 6 milliards de $ US par année juste pour les biotechnologies. Et évidemment, quand on parle de ces enjeux-là, on comprend bien que ce ne sont pas nécessairement pour des résultats philanthropiques. Et ce que j'ajoute à côté de la lutte économique, c'est aussi, de façon plus subtile, la lutte de classe, je dirais. La lutte de pouvoir technoscientifique. Comme quoi les chercheurs ou la science en général pourraient dorénavant jouer le rôle de l'élite dominante dans la société, rendant nettement les individus dépendants du système de santé au détriment d'autres dimensions de la vie en société, notamment les dimensions socio-économiques et culturelles. Or, qui dit contrôle, dit aussi partage des responsabilités. Surtout que l'humanité devient responsable de son destin, la question du partage des responsabilités devient encore plus cruciale. Alors, au-delà des anecdotes que je viens de vous donner, le partage des responsabilités concerne effectivement la définition du niveau adéquat de prise de décision et de prise en charge des conséquences. Alors, délimiter l'espace qui relèvera encore du domaine privé, celui qui relèvera du domaine public national, mais aussi du domaine public international, va constituer un enjeu majeur qui devra tenir compte, certes, de la culture et des préférences nationales particulières, mais aussi du besoin de cohérence légale et morale entre les décisions de même nature et de l'impossibilité aussi d'imposer des barrières géopolitiques aux connaissances produites. Sixième dimension, l'allocation des ressources. Plus les possibilités offertes par la technoscience augmentent, plus les choix deviennent difficiles à cause des ressources requises par chacune.
Un article dernièrement dans le journal Le Devoir nous faisait réaliser que si on décidait d'implanter une pompe mécanique cardiaque à 1500 personnes par année pendant 12 ans, après 12 ans, ça coûterait au gouvernement du Québec 570 millions, et donc le budget des 10 hôpitaux de la Montérégie actuellement. Le gouvernement du Québec consacre déjà le tiers de son budget à la santé, ce qui est loin d'être négligeable. Et les découvertes technologiques amplifient la dimension financière de la question, puisque ces découvertes-là, non seulement offrent de nouvelles possibilités, mais, règle générale, ne se substituent pas aux anciennes découvertes. Et donc, l'effet cumulatif de la technoscience pour des fins médicales fait exploser les coûts des soins. Sans compter que la protéomique, dont on nous promet des merveilles, va avoir comme conséquence vraisemblable d'augmenter énormément le poids des coûts du diagnostic et de la prévention par rapport aux coûts actuellement consacrés aux soins curatifs comme tels. Alors, à l'heure actuelle, les Québécois renvoient la question à leur gouvernement en vertu de l'accessibilité et de l'universalité des soins. Mais on comprend bien que, notamment à travers la commission Claire, on ne pourra plus éviter d'opposer les services et les coûts, même si pour l'instant, cela nous semble odieux. La question de l'allocation nous permet ici d'aborder une des dimensions évoquées dans le thème de la conférence, à savoir le rôle des organismes subventionnaires. Or, quand on oppose subventions et contrats, règle générale, on oppose les deux concepts sur la base de l'appropriation des résultats. Quand on pense que les résultats doivent être de propriété publique générale, comme le débat qu'on mène sur la recherche fondamentale, on a tendance à conclure, par conséquent, qu'elle doit être financée par les gouvernements, notamment par les organismes subventionnaires. Et donc, j'avais convenu que quand il me resterait 1 minute, j'arrêterais, mais je vous suggère de me poser par la suite les questions sur ce que je ne vous ai pas dit. Alors, je pourrais compléter de cette façon-là. Alors, je poursuis, puis j'arrêterai à la fin de la minute, tout simplement. Et par conséquent, on continue la logique en disant, par contre, quand les résultats peuvent être privatisés, on accepte facilement qu'ils soient financés par des contrats. Or, la réalité, elle aussi, devient beaucoup plus complexe. Parce que les universités ont été invitées, pour ne pas dire forcées, à trouver leur propre modèle de financement, ce qui supposait notamment d'aller chercher leur financement par la voie de la recherche commanditée. Or, VRQ, la Valorisation Recherche Québec, qui a été créée l'année dernière, a justement une société qui a énormément de fonds pour supporter les universités dans cette démarche-là. Or, dans le fond, ce qu'on réalise par conséquent, c'est que les universités et les universitaires vont devenir des propriétaires privés de leur recherche au même titre, et j'exagère à peine, que les entreprises privées. L'opposition subvention-contrat ne pourra plus se faire, donc, pour des questions d'appropriation et donc de retombées sociales éventuelles des résultats des recherches qu'ils vont mener. Et j'arrête ici pour respecter mon temps. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci tout d'abord à Lalie de m'avoir invité. On m'a demandé de venir vous donner ma réponse à la question suivante. Les biotechnologies et la recherche subventionnée sert-on vraiment l'intérêt public? Et là, bien sûr, dans certains cas, vous pourrez admettre avec moi que oui, c'est le cas, mais dans beaucoup d'autres cas, il faudra dire non à cette réponse-là. Pourquoi? Bien, je vais vous parler tout d'abord de la question des biotechnologies. Je tiens à dire dès le départ que je ne suis pas contre les biotechnologies, je suis contre l'utilisation et les objectifs derrière l'utilisation de celles-ci. Je suis également contre le fait qu'encore une fois, ce sont les exigences de rentabilité maximale à court terme qui imposent le rythme auquel on doit introduire les biotechnologies dans nos vies. Si de graves problèmes devaient arriver avec les cultures modifiées génétiquement actuellement utilisées, on ne pourrait pas rappeler ces plantes, leurs pollen, leurs semences, leurs bactéries, bref, leurs gènes, dans les laboratoires qui les ont conçus. Laissez-moi vous dire que les laboratoires des grandes compagnies, évidemment, ils créent des environnements qui sont propices à leur recherche, mais en général, ça n'a rien à voir avec les champs où on cultive ces produits par la suite. J'ai pas été vraiment surpris d'apprendre à un moment donné que les compagnies d'assurance ne veulent tout simplement pas assurer les risques associés aux biotechnologies. Pourquoi? Trop risqué, disent les assureurs. Malgré toutes ces questions, le gouvernement canadien mène actuellement, vous l'aurez sûrement constaté, une large campagne médiatique visant à nous faire accepter les vertus de la biotechnologie.
Et ce, malgré un nombre toujours grandissant de questions sans réponse, le gouvernement persiste à défendre les projets de l'industrie biotechnologique. On ne compte plus le nombre d'études soulevant les problèmes préoccupants auxquels nous n'avons pas encore les réponses en ce moment même. On n'en connaît pas assez sur le sujet, disent plusieurs chercheurs de renommée internationale. On sait pourtant qu'on mange des produits incluant des organismes génétiquement modifiés depuis au moins 5 ans et qu'aujourd'hui même, de 60 à 75 % des produits transformés vendus dans les supermarchés contiennent des organismes génétiquement modifiés. Quand avons-nous choisi collectivement ces produits et leurs nombreuses conséquences encore inconnues? Jamais. Voilà donc pourquoi des gens s'unissent à travers le monde afin de dénoncer la tangente actuelle des biotechnologies. D'ailleurs, devant la gronde sans cesse grandissante face aux biotechnologies, un groupe d'industriels œuvrant dans le domaine des biotechnologies vient tout juste de créer une enveloppe budgétaire totalisant 50 millions de dollars étalée sur 3 ans. Cet argent servira à changer l'opinion publique face aux biotechnologies. Si la population résiste encore, ce montant pourrait être révisé et atteindre les quelques 250 millions de dollars pour les 5 prochaines années. On comprendra que les grandes entreprises, si j'entends bien, œuvrant dans les biotechnologies feront tout pour arriver à imposer leurs produits brevetés. Quoi de plus rentable pour elles que de posséder l'exclusivité du droit d'utilisation d'une semence largement vendue partout dans le monde? Sur chaque semence vendue, des redevances doivent être payées et en signant le contrat avec le fournisseur, l'agriculteur s'engage à ne pas réutiliser les graines récoltées pour les semis des années suivantes. Devenus captifs, ils doivent donc acheter leurs semences pour chaque récolte prévue. En imposant cette logique aux petits agriculteurs les plus pauvres de la planète, les entreprises mettent en péril la sécurité alimentaire de 1,4 milliard de personnes qui dépendent de leur alimentation, de cette capacité à conserver et échanger des semences entre eux. Et les compagnies comme Monsanto viennent nous dire après qu'ils veulent enrayer les problèmes de faim dans le tiers-monde. On s'en retient pour pas rire. Monsanto, soit dit en passant, qui a conçu entre autres l'agent orange utilisé au Vietnam, le DDT et les BPC par une de ses filiales. Donc, de concert avec l'industrie, le gouvernement présente la solution des biotechnologies afin de lutter contre la faim dans le monde. Je demeure fort perplexe face à cette ambition, puisqu'aujourd'hui, le monde produit assez de céréales pour fournir à lui seul 3500 calories à chaque être humain de la planète, assez pour nous rendre presque tous dodus. Le problème tient à la distribution inéquitable des ressources, de même qu'au manque d'accès aux ressources pour produire ou acheter de la nourriture. Donc, malgré cette abondance, la famine frappe encore et décime des populations entières. Les remarquables travaux portant sur les famines du prix Nobel d'économie de 1998, M. Amartya Sen, expliquent clairement pourquoi les famines arrivent. Il explique que c'est le manque de volonté politique des élus et l'orientation même de nos systèmes économiques qui sont responsables des millions de morts à cause de la faim. Vous savez qu'en moins de 24 heures, on est capable d'envoyer sur la gueule de Saddam Hussein des missiles qui valent environ 10 000 $ chacun, mais pour la nourriture, ça prend des mois et des mois. Pourquoi ne mettons pas fin à la famine et à la pauvreté en redistribuant équitablement toute cette nourriture disponible? On se doutera bien que cette vision trop humaniste n'est aucunement rentable pour le marché. Donc, aveuglés par le désir de maximiser leurs profits le plus rapidement possible, la grande majorité de l'industrie biotechnologique n'a pas réalisé d'essais à long terme sur leurs produits génétiquement modifiés. Pire encore, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui est supposée protéger les aliments que nous mangeons, continue à accepter des études réalisées exclusivement par l'industrie afin d'autoriser leur mise en marché. Au dernier budget du gouvernement fédéral, il a été question d'une petite somme de 90 millions de dollars allouée à l'évaluation plus rapide des produits issus des biotechnologies. Il faut comprendre qu'entre l'évaluation d'une demande et des tests sérieux à long terme, l'Agence canadienne d'inspection des aliments continuera à prendre des risques incalculable pour la population. Nous savons que dans le doute, il faut s'abstenir. Voilà ce que nous enseigne le principe de précaution tant nécessaire à toute expérience scientifique sérieuse. Au lieu de le reconnaître comme allant de soi, l'industrie et le gouvernement relèguent ce principe fondamental aux oubliettes. Plusieurs expériences nous prouvent qu'il est impératif d'effectuer des tests à long terme. Jusqu'où irons-nous, justement, la question a été posée tantôt, jusqu'où devrons-nous aller pour que de telles considérations soient prises au sérieux? Car voyez-vous, au sujet des biotechnologies, le généticien David Suzuki a déclaré que nous sommes les rats de laboratoire de la plus importante étude toxicologique menée jusqu'à ce jour sur l'humanité. Rappelons-nous qu'au début de l'agriculture industrielle, les entreprises qui œuvrent maintenant dans le domaine des biotechnologies ont largement vanté les mérites de la Révolution verte avec leur arsenal de produits chimiques, dont le tristement célèbre dichlorodiphényltrichloréthane, le DDT.
Ce produit chimique est désormais classé dans les polluants organiques persistants, les POP, des substances prouvées très toxiques et dangereuses pour la santé. Celles-ci s'accumulent et persistent dans le foie et les gras des animaux au sommet de la pyramide alimentaire. L'humain est un de ces animaux situés tout au haut de la pyramide qui doit maintenant lutter contre les maladies causées par ces toxiques. Les entreprises de biotechnologie comme Monsanto nous proposent maintenant de régler les problèmes d'épandage de produits chimiques, problèmes qu'elles ont elles-mêmes créés pendant la Révolution verte. On doit également reconnaître que le débat concernant la privatisation de la vie par le biais des brevets octroyés aux compagnies en biotechnologie n'a pas eu lieu. Nous n'avons clairement pas discuté de cette problématique et je crois qu'il serait pertinent d'en discuter. Il s'agit pourtant de problèmes éthiques fondamentaux et nous savons très bien que la nécessité au profit maximum à court terme ne pourra jamais tenir compte de ces préoccupations. Maintenant, je vais vous aborder la question de la recherche subventionnée. Selon une étude réalisée en mars 1994 par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, le Canada offrait à cette époque le meilleur traitement fiscal de tous les pays industrialisés en rapport aux activités de recherche et développement. En plus de ce généreux traitement fiscal, le gouvernement fédéral participe également aux activités de recherche et développement par le biais de programmes d'investissement public. Lors du dernier budget du gouvernement fédéral, on a dégagé un nouveau montant totalisant 4,1 milliards de dollars pour la recherche et le développement. On n'a pas d'argent pour la santé et l'éducation, mais pour la recherche et le développement déjà grassement financé par nous tous et nous toutes, on a trouvé 4,1 milliards de dollars. Il faut se demander sérieusement pourquoi les gouvernements ont décidé d'investir autant d'argent dans un des secteurs les plus subventionnés déjà au Canada. Laissez-moi maintenant vous parler du paradis fiscal québécois pour la recherche et développement. Les gens qui connaissent un peu Montréal savent qu'en se promenant sur l'autoroute 40 dans l'ouest de la ville, lorsque vous en allez vers Toronto ou Ottawa, on rencontre à peu près toutes les compagnies pharmaceutiques existantes. Pourquoi sont-elles au Québec? Tout simplement parce qu'au Québec, les politiques du gouvernement sont résolument branchées sur les demandes du milieu des affaires. Un exemple. En janvier 1999, le journal Les Affaires avait publié un texte intéressant exposant les demandes du milieu des affaires intéressés à s'approprier des découvertes universitaires qui étaient rentables. Ces gens-là, les gens d'affaires, demandaient 3 millions de dollars pour le financement des bureaux de liaison entreprises-universités qu'on nomme aussi les Bleus. Bernard Landry a décidé de leur accorder 100 millions de dollars lors de son budget de 1999. Il y a eu aussi, c'est ça, si je me rappelle bien, c'est 300 dollars en tout qui a été 300 millions de dollars pardon qui a été versé à l'organisme dont vous parliez tantôt, l'organisme de recherche qui vise à promouvoir le développement de la recherche universitaire rentable. VRQ. VRQ, voilà. Donc, de l'avis même du cabinet. Non, excusez-moi. C'est également lors de ce budget que le gouvernement du Québec a aussi réussi l'exploit d'en donner encore plus aux entreprises effectuant de la recherche et développement. De l'avis même du cabinet de comptable Sanson Belair Deloitte et Touche, la superdéduction permet aux entreprises admissibles ayant un actif de moins de 25 millions de dollars de déduire de leurs revenus 460 % des premiers 2 millions de dollars de salaires versés pour la recherche et développement. Autrement dit, c'est un montant de 9,2 millions de dollars que vous pourriez déduire dans vos dépenses pour une dépense réelle de 2 millions. Pour les entreprises ayant un actif plus élevé, c'est-à-dire de plus de 50 millions de dollars, le taux est de 230 %, ce qui donne quand même une déduction de 4,6 millions pour une somme maximale investie de 2 millions de dollars. Des grosses déductions, donc. L'introduction de la superdéduction aurait pour effet pour la petite entreprise de réduire le coût net après impôt de la recherche à 9 %, alors qu'il était auparavant de 27 %. Ce qui veut dire qu'une petite entreprise qui investit 1 million de dollars dans la recherche et développement ne dépense en réalité que 90 000 $, le reste étant assumé publiquement par nous, par le biais de crédits d'impôt et ou de déductions fiscales. 9 %. Il faut dire que l'Ontario aussi a une superdéduction. Apercevant ces avantages fiscaux comme étant trop généreux, le gouvernement fédéral a décidé d'imposer la superdéduction lors de son dernier budget fédéral. Argument du fédéral, l'Ontario et le Québec étaient trop généreux par rapport aux autres provinces. C'était devenu une concurrence déloyale. On peut donc constater que le discours entretenu dans les médias à l'effet que les entreprises dépensent des sommes colossales en recherche et développement ne tient tout simplement pas debout, étant donné notre financement public. Parlons maintenant des cas concrets afin de vous montrer l'impact de ce financement qui semble privé mais qui en réalité est grandement public. Les entreprises qui investissent dans la recherche universitaire, on en a parlé tantôt, ne cherchent pas qu'à faire subventionner leur recherche. Ils ont entre autres les avantages suivants. Ils ont accès à des locaux, à l'électricité, au chauffage, à la logistique institutionnelle et aussi à la réputation de l'université lorsqu'ils publient des résultats de recherche. Ce sont donc déjà des avantages non négligeables. Je vais vous citer ici un ingénieur de l'UQAM
c'est un groupe d'ingénieurs de l'UQAM plutôt qui résumait de façon assez remarquable quel était leur avantage dans la recherche universitaire. Je le cite. En plus de permettre le financement de la recherche universitaire, ces projets orientent les recherches fondamentales vers le domaine appliqué. Les universités québécoises offrent donc de plus en plus ce genre de service. Ces associations, oui, un genre de service, pardonnez-moi, ces associations ponctuelles entre le secteur public, privé et universitaire, comme si les universités ne faisaient pas partie du secteur public, sont également intéressantes et avantageuses pour les firmes d'ingénierie puisqu'elles leur permettent d'augmenter leur niveau de connaissance à moindre coût. En effet, elles n'ont pas assuré la gestion du laboratoire de recherche et les générateurs d'idées, entre parenthèses les étudiants de 2e et 3e cycle, sont continuellement renouvelés. Cependant, cette imbrication des secteurs privés et universitaires demande une réorganisation des tâches du corps professoral et une redéfinition de leur code d'éthique afin de leur conserver aux yeux du public leur impartialité. On a aussi discuté au conseil d'administration de l'UQAM d'un contrat qui avait été signé avec la compagnie Eterna. Je vous lis le verbatim du conseil d'administration de l'UQAM. On considère les clauses du contrat avec l'UQAM fort contraignantes pour l'université et anormalement généreuses envers la compagnie Eterna. L'UQAM offre des services importants à une entreprise privée dans des conditions qui rendent impossible toute publication de recherche et dans lesquelles la liberté universitaire ne trouve pas nécessairement son compte. On note en plus que l'UQAM demeura étrangère à tout gain commerciaux pouvant découler des résultats des recherches qui auront été faites ici. La vice-rectrice à la recherche, à la création et à la planification répond que les clauses concernant la confidentialité et la propriété intellectuelle de ce contrat sont des clauses types dans tout contrat de recherche avec une entreprise privée. C'est donc dire que l'UQAM signe des contrats types de ce type-là qui font en sorte que, justement, la liberté universitaire ne trouve pas son compte et que ça rend impossible toute publication de recherche sans l'avis de la compagnie Eterna. Donc, c'était à peu près la teneur de mon propos à propos justement du financement de la recherche et universitaire et publique. Voilà. Je crois dans toute la générale de biotechnologie, on a vraiment deux opinions qui se confrontent complètement. Par contre, on les a mis dans le même casier. Et il y a une façon de penser qui dit, voilà, tout ce qui est biologique, ça doit nous servir à un maximum d'exploitation à notre intérêt. Puis il y a une autre approche qui dit, écoutez, nous, comme êtres humains, nous avons tellement des influences, nous causons tellement des dégâts, développons-nous une façon de vivre qui respecte la nature autour de nous, puis tout ce qui est biologique, tous les autres êtres vivants qui partagent la planète avec nous. J'ai comme l'impression que c'est le pouvoir financier qui est en train de peut-être gagner ce bagarre. Parce que tous ceux qui veulent plutôt améliorer les choses à une façon douce, ça implique en même temps de ne pas avoir des gros pouvoirs financiers et de lancer une lutte que l'autre côté peut lancer. Je veux dire, je ne sais pas exactement comment le gérer. Je comprends bien que le grand public a plein de problèmes différents. On ne peut pas s'occuper de tout. On fait son travail, on rentre le soir. Mais je trouve qu'il faut arriver à une façon de vraiment faire encore plus public ce débat et vraiment donner une orientation. Et si ça doit passer par un référendum, je n'en sais rien, je ne sais vraiment pas, mais il y a des décisions à prendre qui vont avoir des conséquences à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le thème d'aujourd'hui, la recherche subventionnée, est-elle d'intérêt public? Ben non, votre réponse a été claire, non. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme ou au moins à moyen terme? Écoutez, je crois qu'à partir du moment où la recherche et le développement sont financés comme ça par le public et que aussi on se sert des universités, que beaucoup d'argent public est investi là-dedans, donc je crois que les résultats devraient bénéficier à la collectivité. Et lorsqu'on trouve un médicament et qu'on le brevette et que c'est une compagnie privée qui en devient le propriétaire et qui l'exploite et qui, bon, on s'est fait dire dernièrement qu'on n'avait pas d'argent pour donner des médicaments aux gens qui ont le sida en Afrique, tout simplement parce que les médicaments contre le sida coûtent trop cher. Et bon, je perçois mal dans une société si riche, dans une société qui crée tant de richesses, qu'on ne soit pas capable de donner ces médicaments-là aux gens en Afrique. On est en train de leur dire, dans le fond, bien, si vous n'avez pas d'argent, vous avez juste à crever. Hein? Donc, je pense que on parlait de questions éthiques, tantôt en voilà une. Et puis, comme je dis, étant donné que ça a été largement financé par nous tous, nous toutes, est-ce qu'on peut s'entendre sur cette vision-là de dire, bien, si c'est financé par nous, assurons-nous justement pour qu'on en bénéficie, et pas juste nous, les gens aussi qui en sont malades, les gens à qui ça bénéficierait, il me semble en tout cas.
Mesdames, Messieurs, si vous permettez, nous allons donner la parole à vous, du public. Je vous demanderai, pour me permettre d'aller le plus rapidement possible vers vous, de lever votre main. Ma question interpelle Madame Guerck. Je vois qu'elle a été en Afrique, elle connaît un peu l'Afrique, à Madagascar, et elle a travaillé dans l'utilisation d'insecticides biologiques. Qui connaît l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il y a le moustique qui sévit là-bas, qui est à l'origine donc du paludisme, ce que vous dites ici, malaria, et qui est cause de mortalité infantile extraordinaire. Je voudrais lui demander quelle est son expérience dans l'utilisation des insecticides biologiques donc, dans cette partie de l'Afrique. Et puis, elle a créé aussi Biotep. Bon, qu'est-ce que Biotep a fait, sachant un peu le problème qui se pose à ce niveau-là, qu'est-ce que Biotep a fait comme intérêt public dans la lutte donc, contre l'insecte, en fait, contre le moustique. Voilà, merci. Est-ce que la question était claire? Vous avez bien compris, Madame Guerck? Pas de problème, c'était très clair. Merci. Oui. D'abord, au niveau de la création de Biotep, quand nous avons quitté l'Afrique, c'était parce qu'on avait perdu le financement de notre projet, parce qu'on commençait à jouer dans les plates-bandes de l'industrie chimique. Puis ça faisait un chemin court à nos subventions qui venaient du même pays, comme les produits chimiques qui étaient utilisés à Madagascar. À ce moment-là, nous sommes revenus au Canada, puis on voulait relancer ce projet en Afrique. Mais à ce moment-là, le gouvernement canadien nous avait dit, écoutez, cette technologie, chez nous, on ne l'a même pas, on ne va pas aller le financer chez les autres. Faites-le d'abord ici, puis après ça, on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Bon, on a créé cette compagnie pour le faire d'abord ici, mais toujours avec l'idée aussi de recontinuer en Afrique en général. Je trouve, surtout en Afrique, il y a une ouverture grand pour des moyens de lutte biologique, surtout en utilisant des microbes d'insectes. La raison, c'est que ce type de produit, c'est localement produit. Ça veut dire ça crée d'emplois locaux, ça crée des industries locales, puis ça enlève une dépendance envers des pays, des G8 qui présentement livrent à des coûts chers des produits chimiques pour faire l'agriculture sur place. Au niveau du paludisme, il y a des résultats de recherche qui ont démontré qu'il y en a le même type de virus d'insectes que nous utilisons présentement en agriculture pour contrôler les moustiques. C'est un projet dans lequel on voudrait bien se lancer ou se relancer et travailler là-dedans. Puis moi, je trouve comme l'idée de base, c'est très prometteur. Surtout aussi parce que l'industrie multinationale n'a pas tellement les intérêts financiers là-dedans. Eux font plus de l'argent en créant des médicaments chers pour traiter les touristes qui reviennent ici déjà en état malade, que de développer des médicaments à des coûts bas qui peuvent être produits localement, puis auxquels la population africaine, par exemple, pourrait avoir accès. Ça veut dire, pour nous, en principe, ça serait un chemin dans lequel, une direction dans laquelle on pourrait se développer, ayant une toute petite compagnie, sans de craindre trop de pression, ça veut dire un niveau de pression qu'on peut survivre. Est-ce que ça répond à votre question? Merci, Madame Guerck. Bonjour, Emmanuelle Trottier, étudiante en bioéthique. Ma question s'adresse particulièrement à Mme Tremblay. Quand on connaît justement les principes que M. Petit a évoqué, le principe de précaution, mais on connaît déjà aussi le principe responsabilité, comment est-ce qu'on peut s'assurer que... on a déjà formé un conseil d'éthique au niveau des recherches subventionnaires. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les recherches qui sont subventionnées par le privé vont justement respecter ces principes éthiques-là, au-delà du fait que
d'aller faire un cautionnement qui se trouve à la fin seulement, c'est-à-dire quand on fait un brevet ou qu'on commercialise le produit. Est-ce que c'est le seul moment au niveau de la commercialisation où est-ce qu'on peut se poser des questions à savoir est-ce que les recherches ont été faites de façon éthique par le domaine du privé? Est-ce que ces recherches-là, quel est le but finalement de la commercialisation de ces produits-là? Comment est-ce qu'on peut s'assurer autrement que juste à la fin, où est-ce qu'on arrive à la commercialisation, que les recherches ont été faites de façon éthique? Donc, vous visez particulièrement le secteur privé. Il y a différents moyens qui nous permettraient d'y arriver. Notamment, on pourrait poser comme condition que les universitaires ne rentrent pas en relation de travail avec les entreprises privées sans que l'entreprise ait elle-même un code d'éthique qu'on juge acceptable. Ou on pourrait dire que le gouvernement ne donnerait aucune subvention ou aucun crédit d'impôt à une entreprise qui n'aurait pas un code d'éthique. On comprend bien, par ailleurs, j'en profite, puis vous le savez au moins aussi bien que moi, sinon mieux, à cause de votre sujet de thèse de doctorat. Mais effectivement, on comprend bien que ce qu'on a beaucoup au Québec dans le moment, ce sont en réalité des comités de déontologie. Ce ne sont pas des comités de réflexion éthique qui abordent la question des enjeux sociétaux qui sont évoqués par le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Alors, les comités d'éthique en recherche, les comités d'éthique clinique sont des comités de déontologie en réalité qui essaient de gérer les processus pour qu'ils soient jugés acceptables. Moi, quand je parle d'un débat éthique, vous avez compris que c'est plus un débat de réflexion éthique, mais sur les grands enjeux de la société, puisque je dis que dorénavant, à cause de l'ouverture que nous offre la science, on a le choix de définir nous-mêmes le progrès social. Et on a donc, par conséquent, aussi le choix par la suite de définir qui seront les bénéficiaires de ce progrès-là. Parce qu'il va falloir le définir en faisant la remarque qu'il faut faire des choix, puisqu'on ne peut pas tout se permettre, puis des choix aussi d'allocation, de répartition des bénéfices après, de distribution de la richesse. Martin aussi y a fait allusion. À ce moment-là, ça suppose effectivement qu'on se donne des lieux formels de réflexion pour que le débat soit instruit, aille au-delà des lignes téléphoniques, que je juge plus dangereuses que constructives, mais aussi des lieux de décision où on va clairement mettre en jeu les valeurs que la société québécoise va vouloir mettre de l'avant sur ces sujets-là. Quand on parle de réflexion éthique, normalement, il y a 3 grands groupes d'acteurs qui sont interpellés, qui sont conviés à travailler ensemble. Les scientifiques, parce qu'ils contrôlent les contenus savants. Par ailleurs, on ne doit pas laisser les chercheurs seuls décider parce qu'ils n'ont pas la compétence pour décider des valeurs qu'on va prioriser. Et en plus, dans le système de concurrence dans lequel on évolue, et c'est normal qu'un chercheur cherche à réussir sa carrière le mieux possible, le système actuel ne valorise pas le renoncement, vous le comprendrez. Et donc, les scientifiques forment un groupe nécessaire à la réflexion, mais pas le seul. Le deuxième groupe normalement invoqué, ce sont les éthiciens, la grande classe des éthiciens, donc incluant les gens qui sont en philosophie, mais aussi les gens qui réfléchissent en sciences sociales, pour développer et maîtriser le discours sur lequel on doit réfléchir. Et le troisième groupe, le plus difficile à aller chercher, c'est le public. Éviter qu'on mette dans le même panier toutes les OGM, par exemple, avec un argumentaire primaire, mais en contrepartie, ça suppose être capable d'instruire le public en général sur des données de plus en plus difficiles à maîtriser. Et donc, il y a un rôle important des chercheurs qui s'en vient, c'est la capacité de vulgariser les savoirs puis qu'ils soient accessibles au public, puis pour leur donner l'impression qu'ils sont capables de maîtriser les décisions qui vont être en jeu. Et ce n'est pas une mince tâche. Merci, Madame Tremblay. En attendant qu'une autre question se manifeste, Madame, enfin, vous y avez toutes et tous fait état, la liberté des scientifiques. Est-ce que nous rêvons qu'un jour, ils seront à nouveau, devrais-je dire, libres? Comment peut-on préparer le retour ou l'avènement de la liberté chez nos scientifiques? Je pose la question à vous trois. Madame Guerre, qu'on avait parlé tout à l'heure, hein, libre de tout intérêt commercial. Oui, je crois que ça serait une première étape à faire. Une deuxième étape à faire, parce que celui-là, il s'applique vraiment à la recherche universitaire. Mais je trouve aussi que même les chercheurs gouvernementaux puis les chercheurs qui travaillent dans les industries, eux aussi devraient avoir, disons, une liberté de peut-être être plus honnêtes avec le travail, avec les résultats qu'ils obtiennent.
je crois, une façon d'enlever un petit peu la pression que nous vivons présentement, qui, selon moi, c'est vraiment une pression financière. Ça serait carrément enlever le droit d'obtenir un brevet sur un être vivant, ou peut-être même des organismes ou des molécules biologiques. Ça, ce sont aux éthiciens de développer un petit peu des stratégies là-dedans. Je ne peux pas trop m'avancer dans les détails. Par contre, en enlevant... Dans le passé, là, on avait des gens qui nous fabriquaient des tables. Puis ils ne pouvaient pas avoir un brevet sur leur façon de faire une table. Alors ils risquaient que le voisin va faire le même type de table, et à ce moment-là, ce qui compte, c'était l'équilibre entre la qualité du produit et le coût sur lequel on le met sur le marché. Cette concurrence qui a géré le marché et qui a aussi géré ce marché à l'intérêt public, ça c'est quelque chose que nous avons vraiment enlevé avec la possibilité d'obtenir des brevets qui permet seulement à celui qui a développé ce produit ou qui a simplement obtenu le brevet de faire des profits là-dessus. C'est une question complexe parce que justement, comme l'a dit un de nos invités, on est peu informés. C'est très difficile de deviner si elles le sont. Mais nous allons écouter votre opinion, monsieur, pardon. Chaque avancée de la science dans l'histoire de l'homme pose évidemment un problème éthique parce que ça nous amène au-delà de limites qu'on n'avait pas franchies auparavant. Mais alors, d'un côté, on a placé la problématique de l'éthique. De l'autre côté, par exemple, je remarque que le problème de fond, à mon sens, est essentiellement plutôt politique, dans le sens où c'est que là, on arrive à un point où les conséquences éthiques des choix, de la science sont hors de contrôle. On ne contrôle plus les effets. Alors c'est comme ça que le problème, c'est pour ça que le problème se pose de façon aussi criante présentement. Alors le problème éthique, évidemment, est là dans un stade ou dans un point de vue philosophique, on pourrait dire, mais il a toujours été là. Et ce qui rend les choses présentement, le problème si présent et les choses si créantes, c'est essentiellement le problème politique, c'est-à-dire le contrôle des gens sur cette science-là et sur les conséquences et sur ce qu'on en fait. Et tu ne peux pas séparer la science du milieu social d'où elle sort, puis du reste de la société dans laquelle elle est. C'est très difficile de prendre des décisions éthiques. C'est plutôt une discussion qui doit se développer tout le temps, parce que souvent, on a des problèmes éthiques seulement après que la recherche est faite. Sinon, si on n'a pas la réponse de l'étude qu'on veut faire, le problème, en général, ne se pose même pas. Mais une fois qu'on a acquis la nouvelle connaissance, c'est là où on arrive dans le problème. Et c'est là où, moi, je trouve, vraiment, on ne peut pas laisser le chercheur seul. Ce n'est pas le chercheur, la conscience morale d'une société. Ce n'est pas une responsabilité qu'il peut porter ou qu'il devrait porter. C'est quelque chose qu'il devrait enlever de ses épaules. Mais il faudrait installer des structures ou des comités qui surveillent tout le temps le développement dans les différentes direction de la science. Je crois, moi, en effet, que les personnes qui font la recherche, les scientifiques, les gens qui travaillent, je pense que vous en êtes l'exemple. Ces personnes-là ont des valeurs et vous nous avez expliqué la dynamique que vous avez à laquelle vous avez fait face à Madagascar. Donc, vous êtes fait couper votre financement tout simplement parce que vous entriez en compétition avec un grand fabricant de produits chimiques. Donc, aujourd'hui, vous analysez cette situation-là et bon, vous comprenez pourquoi tout ça arrive. Donc, je pense que les scientifiques sont beaucoup plus près de cette réalité-là et connaissent beaucoup de choses, beaucoup d'implications de leur découverte. Et moi, je serais porté à leur faire confiance, à les laisser parler sur ces sujets-là. Mais évidemment, en entrant dans leur formation, un peu comme Mme Delalier disait, la présidente Delalier, que le volet bioéthique prenne une dimension, ma foi, très importante pour que justement les chercheurs, les chercheuses savent sur quel terrain ils s'avancent lorsqu'ils font tel type de recherche. Voilà. Et j'ajouterais que la question est particulièrement difficile parce qu'en réalité, il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. On se comprend bien que nous sommes tous à titre de citoyens déchirés parce qu'ou bien nous, on parle de nous-mêmes comme chercheurs ou comme employés d'entreprise,
ou comme propriétaire d'entreprise, ou comme actionnaire d'entreprise, ou comme dans le secteur de la bioéthique, ou en tout cas des biotechnologies médicales, ou comme malade potentiel si on l'est pas actuellement, par rapport à nos préoccupations d'ordre moral ou comme contribuable ou comme concitoyen solidaire d'une société. Et donc, je reprends finalement l'intervention de la dernière personne qui a cherché à poser le problème. Je pense qu'il a raison et ça me permet d'être beaucoup plus clair. Effectivement, le lieu de décision parfait pour ces enjeux-là, c'est le lieu politique. Or, la difficulté particulière, c'est quand on parle de lieu politique, on ne fait pas nécessairement référence à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui devront être décidés par les individus et non pas par un gouvernement. Ça reste une décision politique pareille. Et par conséquent, cette décision-là doit nécessairement être précédée de ce que j'appelais la réflexion éthique. Et c'est pour ça que c'est plus difficile, il y a plus d'enjeux qu'à l'habitude. Merci. Alors, je vous remercie encore une fois très sincèrement au nom de l'Allier, au nom du public ici, Madame Imme Görk. Madame Görk, je vous le rappelle, est présidente fondatrice de Biotep. Madame Hélène P. Tremblay, qui est la nouvelle présidente du Conseil de la science et de la technologie, et Monsieur Martin Petit, qui est fondateur de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci à vous tous et toutes, et je vous rappelle que notre prochaine rencontre sur le thème suivant, la morale et l'individu contemporain, quel repère? Merci.